Почитувана председателке на Генералното собрание, Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Annalena Baerbock, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs, étant le fondement du droit international et du multilatéralisme, les Nations unies ont permis d'empêcher bien des conflits et des guerres et d'atténuer les répercussions d'innombrables crises humanitaires. L'ONU a aidé de nombreux États à emprunter la voie de l'égalité souveraine, ont tiré des milliers de personnes de la pauvreté et garanti l'éducation de milliers de personnes. Des mouvements mondiaux en faveur de la justice sociale, des droits se sont ainsi levés. Les droits humains ont pu être respectés, l'humanité a été mobilisée face au changement climatique. Pour ces réalisations et bien d'autres encore, l'ONU et ses dirigeants se sont vus décerner 12 prix Nobel de la paix. Mais aujourd'hui, l'ONU fait face à un séisme géopolitique qui ébranle les fondements mêmes de l'ordre mondial d'après la Deuxième Guerre mondiale. Les crises d'aujourd'hui émanent de profonds bouleversements qui ébranlent ainsi les fondements qui ont façonné notre monde ces 80 dernières années. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi devant nos yeux. Au lieu d'œuvrer de concert en faveur de la paix et de la sécurité face au changement climatique et aux destructions, l'intelligence artificielle et les disparités, il semble qu'on s'acheminerait vers un état où il n'y a plus d'unité. Au lieu d'un seul ordre mondial, il semble que d'autres ordres émergent, chacun avec leurs propres règles, intérêts, qui souvent sont des ordres qui sont contradictoires les uns avec les autres. Et aujourd'hui, je me demande si l'ONU ne redevient pas un peu une société des nations. Au lieu de créer un sentiment d'avenir partagé, on constate une baisse de l'humanisme alors que le droit international n'est plus assez respecté, que la faim est utilisée comme arme de guerre et que les acteurs humanitaires sont pris pour cible. Sur fond de violences quotidiennes, notre monde est tiraillé entre un pessimisme et le fait d'essayer de s'échapper de façon hédoniste. Il semblerait qu'il y ait maintenant une certaine indifférence. Les troubles de l'ordre mondial ont suscité bien des clivages géopolitiques. Et je songe notamment à l'Ukraine, où cela fait 3 ans et demi qu'une guerre est livrée contre ce pays. L'agression russe constitue une violation criante de la Charte des Nations Unies et est une menace directe à la paix et à la sécurité internationale. Nous sommes également vivement préoccupés par les violations récentes des espaces aériens de la Pologne, de la Roumanie et de l'Estonie, qui sont tous 3 membres de l'OTAN. Nous sommes associés à la déclaration conjointe du 12 septembre. Nous appelons à une désescalade, au plein respect du droit international et au recours à la diplomatie préventive afin de désamorcer les tensions et de préserver la paix. Excellence. Ces failles géopolitiques se retrouvent également dans la région des Balkans. Le processus d'adhésion de mon pays à l'Union européenne a été entravé pendant 20 ans, et non pas sur la base de critères objectifs, mais pour des raisons nationalistes. La dernière condition dictée par l'Union européenne pour engager les négociations est d'amender notre Constitution. La Constitution, qui est un contrat social avec les citoyens, et il s'agit là d'une question qui est inhérente à notre pays. Le président de la République et le gouvernement, au moins 30 membres du Parlement et 150 000 citoyens doivent accepter cet amendement. Et il est évident qu'on ne peut pas vraiment nous imposer ce type d'amendement. Nous souhaiterions
Et donc, on nous dit qu'on ne peut commencer que les négociations qu'après cet amendement, mais cela rouvrirait de nombreuses questions culturelles et historiques dont nous avons parlé avec la Grèce. Nous n'avons cessé de dire que les accords devaient être respectés. Les traités de bon voisinage, de coopération avec la Bulgarie ne comportent aucune disposition d'amendement constitutionnel. Enfin, l'Union européenne dit être unie dans la diversité, s'engage à respecter la diversité linguistique, culturelle, la dignité, l'intégrité. Alors comment peut-on nous demander de discuter, de négocier avec un voisin de l'histoire, de la culture ou de la langue? Nous avons répété à l'envi que nous considérions comme Européens et que nous croyions fermement en le projet européen qui a fait advenir paix et prospérité. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les idéaux de l'Union européenne constituent toujours notre plus grande source d'inspiration, notamment stratégique, alors que nous souhaitons tisser des liens d'amitié avec nos voisins et coopérer avec les pays de la région. Nous ne souhaitons pas des différends avec nos voisins. Ce que nous souhaitons, c'est être intégrés dans l'Union européenne, mais sans qu'on nous dicte des conditions supplémentaires et en respectant notre dignité nationale. Après la guerre en Ukraine, l'intégration des Balkans occidentaux, c'est une question de sécurité. Si l'on ferme la porte à nos pays, mais si l'on ouvre la porte à d'autres centres géopolitiques de pouvoir, eh bien, il est alors paradoxal que l'Union européenne parle de résilience. Si l'Union européenne souhaite être une union géopolitique, elle ne devrait pas laisser de côté les pays des Balkans occidentaux dans un vide géopolitique. Comme la présidente de la Commission européenne l'a dit, l'Union européenne doit trouver un consensus le plus rapidement pour pouvoir réunifier l'Europe et avoir un poids plus important sur la scène géopolitique. Mesdames et messieurs, je me dois enfin d'évoquer une des régions les plus instables sur le plan géopolitique, le Moyen-Orient et Gaza. Le Moyen-Orient a une tradition millénaire de coexistence. L'histoire nous montre que lorsque la diversité est respectée, elle peut être une source d'enrichissement. Mais l'histoire nous indique également que les violences, quelles que soient leurs origines, accentuent les dissensions, prolongent les souffrances humaines et éloignent les parties de solutions justes et globales. Nous sommes convaincus qu'une paix pérenne ne pourra régner au Moyen-Orient que grâce au dialogue et à la diplomatie, conformément au droit international. Le caractère immuable de la vie humaine et de la dignité a été respecté même en temps de guerre, conformément au droit international humanitaire. Et dans cet état d'esprit, nous réaffirmons notre appui en faveur des efforts internationaux visant à garantir la désescalade, à forger un dialogue inclusif et à engager des négociations directes. Mesdames et messieurs, tous ces clivages et ces tensions géopolitiques nous démontrent ce qui suit. Sans les institutions multilatérales, leurs procédures, sans le droit international qui restreignent les puissants et aident les plus faibles, l'on ne pourra faire advenir un ordre mondial. Si l'on tolère des violations de résolutions de l'Assemblée générale, alors on permet à d'autres de le faire. Lorsque les avis de la CIJ sont ignorés, les résolutions ne sont plus appliquées ou lorsque le processus de paix au Moyen-Orient fait l'objet d'une obstruction au Conseil de sécurité. Certains disent qu'il faudrait éviter les traités, les accords internationaux qui sont un fardeau trop lourd et qu'il faudrait plutôt se replier sur les alliances régionales.
alors le moyen le plus rapide de régler des crises se trouverait en dehors de l'ONU, en contournant le Conseil de sécurité, mais s'éloigner de ces mécanismes internationaux en faveur d'un opportunisme régional nous ferait basculer vers un avenir incertain de concurrence géopolitique ou économique et de concurrence pour les ressources. Est-ce vraiment ce monde-là que nous voulons léguer aux générations futures? L'autre option consiste à redynamiser le multilatéralisme et à rendre les institutions plus à même d'absorber les chocs. Mesdames et messieurs, les jeunes générations ont le droit d'avoir accès à une organisation des Nations Unies plus forte, qui leur des réformes qui permettraient de vivre en harmonie avec les peuples et la nature. Ces réformes doivent être profondes pour garantir une plus grande participation, harmoniser les différentes valeurs et les mécanismes, prendre en compte les intérêts des pays et les intérêts mondiaux et avoir des institutions qui fonctionneraient bien. La réforme de l'ONU doit être vue comme une occasion de renouveler l'ordre mondial fondé sur des règles. Et devrait venir défier les privilèges de certains États membres. Mais quel est l'intérêt d'être un membre privilégié d'une organisation qui est aujourd'hui en déclin, marginalisée? Pour que l'ONU soit plus forte, le Conseil de sécurité doit être remanié pour être plus inclusif, responsable et plus à même de maintenir la paix et la sécurité internationale. L'Assemblée générale doit être un organe délibérant, prenant des décisions au lieu d'un club de conversation. Le respect des avis de la Cour de justice devrait être de mise pour tous les États afin de garantir l'état de droit. Des réformes s'imposent face aux anciens défis, mais également aux nouveaux. L'intelligence artificielle recèle un potentiel immense, mais également des risques incalculables pour la civilisation. Ces effets pourraient être plus important que la révolution numérique et industrielle. Bien conscient de tous ces éléments, mon pays souhaite que l'intelligence artificielle devienne une priorité lors de la 80e session. L'année prochaine, on élira un nouveau secrétaire général de l'ONU. Il nous faut une personne de grande stature, à la riche expérience diplomatique et à même de fédérer, de dégager un consensus, mais une personne également très humaine, très engagée en faveur des plus vulnérables. Les diplomates les plus qualifiés du monde doivent également avoir du tact. Il est grand temps, après 80 ans, de voir une femme élue au poste de secrétaire général dans un monde dominé par des hommes forts, souvent munis d'armes. Il nous faut des femmes fortes, emplies de sagesse et d'empathie. Je suis convaincue que les femmes qui, aux côtés des enfants, sont les premières victimes des guerres, ont le droit inaliénable et l'obligation de prévenir les guerres. Les petits États sont particulièrement vulnérables. Les États de taille moyenne ou de plus petite taille doivent être les principaux bénéficiaires de cette réforme de l'ONU. Je voudrais vous faire part de nos actions à cet égard. Nous avons voté pour l'adoption du pacte pour l'avenir, nouveau contrat social. Alors que nous vivons dans une des régions la plus durement touchées par les changements climatiques, la Méditerranée, nous faisons déjà l'expérience des phénomènes météorologiques extrêmes, retombées des changements climatiques. Voilà pourquoi nous avons signé les accords de Paris, notamment lors de la COP29 à Bakou. Nous sommes ralliés à l'engagement de Séville. Nous avons intégré les ODD dans notre stratégie nationale de développement 2024-2034. Lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, nous nous sommes engagés en faveur d'une gouvernance des océans
robuste en entérinant le plan d'action. Nous nous efforçons de garantir des postes de direction aux femmes et de mettre en œuvre les programmes paix. Femmes, paix et sécurité, nous avons signé un accord cadre de l'ONU pour garantir un développement social inclusif, des économies et un travail décent, une économie verte, l'état de droit et la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui mis à rude épreuve. Soit nous garantirons un ordre mondial fondé sur des principes visionnaires, soit nous nous dirigeons vers une catastrophe aux proportions inédites pour l'humanité. Dag Hammarskjöld nous avait dit que les Nations Unies n'avaient pas été créées afin de nous envoyer au paradis, mais plutôt afin de nous préserver de l'enfer. Nous devons donc reconnaître que l'ONU est une organisation imparfaite, mais incontournable pour nous acheminer vers un ordre mondial plus juste, plus sûr. Donnons donc la chance à l'ONU de remplir sa mission. Merci.